Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques approches qui ont été réalisées pour un peu explorer les biais et je vais essayer d'appliquer ça sur des offres d'emploi. Donc là, je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, d'où ça vient, pourquoi des offres d'emploi. Mais avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même insister vous l'avez sans doute vu si vous avez vu les précédents webinaires, mais je voulais quand même vous montrer un exemple et notamment dans le cadre du recrutement, pourquoi c'est important de détecter les biais. Alors, je vais juste vous présenter très rapidement une approche qui a été faite quand même, qui date un petit peu en 2003, mais que je trouvais intéressante parce que on va voir que ça permet de faire ressortir quelques éléments. Donc là, cette approche-là c'était une étude qui est de lettres de recommandation dans une université et principalement dans le milieu médical. Donc, les auteurs ont étudié 300 lettres de recommandation pour des postes universitaires. Donc évidemment, dans une grande école en médecine aux États-Unis et puis évidemment ces lettres, datées du milieu des années 90. Alors ce qui est très intéressant, je ne rentre pas dans les détails de toute la méthodologie, mais ce qui est intéressant, c'est voilà un peu, les résultats ou les résultats que je trouvais le plus intéressants, qui montraient vraiment une différence entre les lettres recommandations faites pour les femmes et les lettres de recommandation faites pour les hommes, où le langage qui a été utilisé, il n'y avait pas juste le langage qui était utilisé, il y avait la longueur, il y avait plein d'autres choses qui étaient différentes, mais là, ici, on voit un peu un écart entre les mots qui sont utilisés pour les femmes et les mots qui sont utilisés pour les hommes, où les lettres vont plus parler d'éducation, d'application, etc., alors que les lettres de recommandation pour les hommes vont plus parler de recherche, de compétences, de carrière. Donc là, déjà, on voit un peu que juste par les mots utilisés, et je reviendrai là-dessus dans toute ma présentation, on voit un peu qu'il y a déjà un écart qui peut se faire entre les hommes et les femmes, et on va essayer de comprendre un peu d'où ça vient. Alors, évidemment, comme on le voit dans cette étude-là, la discrimination lors du processus d'embauche, c'est pas nouveau. La chose qui change quand même, depuis très récemment, c'est qu'on a accès à de plus en plus de données relatives, au recrutement, donc évidemment des offres, des CV, des lettres de recommandation et on a accès également à de plus en plus d'outils. Et souvent, on a envie de dire: «Ben, je vais utiliser ces outils-là». Il y a eu quelques exemples un peu malencontreux, par exemple chez Amazon ou qui ont essayé un petit peu d'utiliser des outils, d'intelligence artificielle. Ça a donné des résultats assez moyens. Mais il y a toutes ces données-là et ces outils et c'est ça, en fait, le problème, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois, les nouvelles technologies peuvent empirer finalement les solutions qui peuvent survenir. Donc on va essayer dans cette présentation, d'essayer de comprendre un peu, quels sont les éléments qui peuvent amener à ce genre de problème-là. Alors avant de vraiment commencer, je vais essayer quand même de rentrer un peu dans des définitions et dans un contexte où je vais essayer de vous présenter un peu, par quoi je vais entendre les biais et les genres, principalement parce que c'est vraiment là-dessus que je vais vous présenter après l'approche qui a été utilisée. Je vais vous parler également très rapidement, parce que peut-être que tout le monde n'est pas non plus, au courant de toute la terminologie. Mais je vais vous parler de biais et de traitement du langage naturel et notamment comment on fait en intelligence artificielle pour faire du traitement du langage naturel. Donc, je vais faire une mini intro assez rapide et enfin, je vais essayer de vous présenter alors ce que j'appelle des preuves de concept d'application aux offres d'emploi. C'est-à-dire, ça ne sera pas, un travail complet de recherche, d'analyse des offres d'emploi et on verra que, heu, toute la méthodologie qui peut être mise en place pour analyser un texte, ici des offres d'emploi, nécessite de réfléchir à énormément de points parce que à chaque fois, on le verra, chaque élément peut apporter un espèce de biais ou ajouter des biais dans l'analyse. Mais voilà un peu la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Alors, commençons par quelques définitions.
La première définition, et je vais vous parler principalement de biais, principalement. Dans un premier temps, je vais vous parler de biais culturels. Alors, les biais culturels, ça a été, il y a plusieurs études qui ont été faites pour essayer de mesurer un peu des biais culturels, mais il y a quand même une approche intéressante qui date, qui a été vraiment une première dans les années 70, qui a été faite par un scientifique, Gert Hofstede. J'espère que je prononce bien son nom. Donc, qui était un chercheur qui travaillait chez IBM. Et l'avantage qu'il a vu de travailler chez IBM, c'est qu'à l'époque, et même toujours d'ailleurs, IBM est une société internationale. Et donc, il y a des employés dans à peu près tous les pays du monde et dans pas mal de presque toutes les cultures du monde. Et là, ce que ça lui a permis de faire, c'est de faire des études à travers, grâce aux employés d'IBM, de récupérer des informations pour essayer d'aller capter un peu les différences qu'il pouvait y avoir entre les différentes cultures. Et donc, ce modèle-là, donc, il l'a développé dans les années 70 grâce aux données d'employés, et il en a sorti plusieurs catégorisations de cultures et qui peut un peu mesurer les différents biais. Alors, le premier, c'était vraiment d'essayer de mesurer quelles sont les inégalités dans les différentes sociétés. Le deuxième, c'est essayer de mesurer comment une société donnée ou une organisation donnée gère le stress du futur et l'incertitude finalement du futur. Euh, le troisième élément, c'est vraiment de montrer la différence entre les sociétés plus individualistes et les sociétés plus collectivistes. La quatrième dimension, finalement, qui va un peu plus nous intéresser ici, c'est de montrer comment une société peut être plus masculine ou plus féminine. Et on verra, je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire, un peu plus masculine et féminine juste après. La cinquième dimension, c'est vraiment de voir comment la société gère le long terme et le court terme, les orientations à long terme et à court terme. Et enfin, la dernière dimension, c'est vraiment d'essayer de voir comment la société gère la gratification du bonheur, c'est-à-dire comment les récompenses qu'il peut y avoir mises en place dans une société ou une organisation. Donc, on voit un peu ce modèle-là qui présente différents éléments de biais culturels et on est capable de classer finalement une société dans ces différentes dimensions. Alors ici aujourd'hui, le point, comme je disais, le point que je vais m'intéresser principalement, c'est la partie masculinité versus féminité, et je vais rentrer un peu plus dans ces détails-là. Alors, ce que montre Hofstede, là, les 10 principales différences qu'il a montrées dans les sociétés, là, je ne passerai pas les détails, mais vous voyez, il considère finalement, ce qu'il a observé, c'est que des sociétés plus féminines auront différentes caractéristiques comme l'écart entre la balance finalement entre le travail et la famille, des sociétés, contrairement à des sociétés plus masculines qui vont avoir un travail qui est plus important que la famille, etc. Donc, vous avez un certain nombre de caractéristiques. Alors, évidemment, c'est très rare des sociétés qui sont complètement féminines ou complètement masculines. Là, c'est toujours une espèce de gradation entre les deux, mais on est capable un peu de mesurer selon comment les personnes se comportent ou réagissent face à des situations. Alors, maintenant, je vais essayer de vous présenter. Là, on a vu des biais culturels. On voit la partie masculine versus féminine. Et ça rapporte à ce qu'on appelle le genre. Donc là, je vous présente une image un peu qui présente un peu tous les différents éléments, et je vais vous les expliquer, mais je vais me consacrer plus principalement aux deux premiers. Quand on parle de genre, la première des choses qu'on dit, c'est que chaque personne a une identité de genre, c'est-à-dire qu'il se voit intérieurement, soit plus homme, soit plus femme, soit un mélange des deux, soit complètement autre chose finalement. Le deuxième élément qui est intéressant à regarder là-dedans, c'est l'expression du genre, c'est-à-dire
Le premier, c'est comment il se sent. Le deuxième, c'est comment il l'exprime à travers son habillement, à travers son comportement, à travers son corps, la manière dont il gère son corps, etc. Le troisième élément, le sexe assigné à la naissance. Donc, évidemment, là aussi, c'est extrêmement, c'est assez complexe, mais évidemment, majoritairement, il y avait des femmes et des hommes. On sait aussi qu'il y a, il y a quand même il y a quand même plusieurs intersexués. Donc, finalement, aussi, là, on est dans un autre élément où il peut y avoir plusieurs possibilités. Enfin, les deux derniers, ici, qui vont être plus du côté de l'attirance, donc attirance sexuelle ou attirance sentimentale. Évidemment, pareil, chaque personne peut être attirée par un genre ou un autre. Mais ce qui nous intéresse plus ici, c'est de montrer que les deux premiers, finalement, l'identité de genre et l'expression, les présentations du genre, finalement, même un peu tous ces éléments sont des constructions sociales, et c'est-à-dire que c'est des choses qu'on va être capable de retrouver dans des différents textes. Et on va le voir aussi potentiellement dans différents modèles de langue. Et ça, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais voilà, je voulais un peu clarifier ces différents éléments. Donc, de manière plus formelle, on va dire, une définition du genre serait une identité autodéterminée d'une personne et la manière dont elle l'exprime, comment elle est perçue et quelles sont ses attentes sociales, quelles sont les attentes sociales des autres. Donc, vous voyez, des choses qui peuvent facilement se retrouver dans des textes et principalement aussi dans tout ce qui est le recrutement. Alors, quand on parle de biais, par rapport à ce genre, ben, on parle vraiment de traitement inégal et systématique basé sur le genre ou de discrimination systématique contre un individu ou un groupe. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer, même si c'est quand même assez complexe. Alors, en traitement du langage naturel, et puis je vais vous expliquer un peu plus tard ce que j'entends dans le détail là-dedans. En traitement du langage naturel, on peut essayer de savoir comment un algorithme qui fait du traitement de langage naturel peut faire du tort, finalement, peut apporter de la discrimination. Alors, selon Kate Crawford, qui est une chercheure très connue dans le domaine, euh, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est un problème de représentation. C'est-à-dire quels vont être les stéréotypes et les sous-représentations que l'algorithme va amplifier finalement. Et ça, vous allez voir un peu, je parle là-dedans de plongement. Je vous expliquerai un peu ce que c'est le plongement. Ça provient principalement du plongement, donc principalement des modèles. L'allocation, c'est-à-dire le deuxième problème qui peut arriver, c'est un problème d'allocation, c'est-à-dire que quand on a des ressources ou des occasions, par exemple des postes, des postes d'emploi, eh ben, il peut aussi y avoir un algorithme qui a une distribution injuste de ces ressources. Et là, ça va beaucoup jouer, ce qui va jouer beaucoup là-dedans, c'est finalement le genre dominant dans les données qui ont été utilisées pour l'algorithme. Le troisième élément, c'est un écart de genre. Donc là, c'est vraiment peut-être d'un élément plus mesurable, quantifiable. Donc ce sont vraiment des valeurs asymétriques. L'exemple qui est le plus souvent donné, c'est vraiment la différence de salaire. Et ça, eh ben, c'est souvent des choses qui viennent également de la société. Donc ce sont des biais qui ne sont pas spécifiquement liés aux algorithmes, mais qui viennent finalement de l'organisation de la société actuelle, qui apportent également des discriminations. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme biais dans le langage? Ben, en fait, on peut en distinguer deux principalement. Il y a des biais de structure, c'est-à-dire quand vous avez une phrase, ben, elle va être construite d'une certaine manière en utilisant certains mots qui vont faire en sorte que ça va introduire un biais. L'autre élément dans le langage, c'est par rapport au contexte. Une phrase toute seule peut être exemple de biais, mais si on la replace dans un certain contexte, eh ben, elle peut arriver à dire qu'il y a de la discrimination. Donc, c'est vraiment un peu ces différents éléments-là. Et on verra dans le petit preuve de concept que je vous présente, là, on va principalement s'intéresser aux biais de structure et notamment par rapport à une terminologie. Donc là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que je vous ai présenté un peu des définitions de biais, de genre,
on a commencé à voir un petit peu qu'au niveau du traitement de la langue naturelle, il pouvait y avoir des choses qui survenaient. Mais avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous présenter vraiment une base de ce qu'on appelle le traitement du langage naturel ou NLP en anglais, Natural Language Processing, pour essayer que vous compreniez un peu les termes et les quelques modèles que je vais présenter tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le traitement du langage naturel par un ordinateur? Ben, tout simplement, c'est assez simple. Finalement, c'est un ordinateur qui va prendre un texte, qui va le transformer. Malheureusement, l'ordinateur ne sait pas vraiment traiter les textes, donc il va falloir qu'il les transforme en chiffres. Et ces chiffres-là vont servir après aussi par l'ordinateur à réaliser des tâches. Donc on peut parler de classification de texte, on peut parler de mesure de similarité entre des textes, on peut parler évidemment d'avoir des tâches de questions-réponses qu'il peut y avoir ou de conversation que vous avez sans doute entendu parler avec les chats GPT et tous les modèles conversationnels qui existent de plus en plus et qui sont quand même assez efficaces. Évidemment, les tâches, ça peut être des tâches de traduction, de résumé. Donc, vous voyez un peu l'objectif finalement, c'est d'arriver à certaines tâches. C'est quand même assez difficile d'avoir un modèle, un seul modèle qui réalise bien toutes ces tâches-là. Mais finalement, le principe général, la tâche est importante parce que c'est elle qui va diriger finalement le modèle à être bon ou pas. Mais ce qui est important, c'est le modèle de langue. Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment l'ordinateur, donc le modèle de langue, c'est la machine ou le logiciel finalement qui transforme un texte en chiffres. Donc le logiciel, c'est le modèle de langue. Les chiffres résultants, ce qu'on appelle des plongements. Je donne juste ces termes-là parce que je vais les réutiliser après, mais notez bien que quand je vais parler de modèle de langue, c'est vraiment le logiciel, la machine qui transforme le texte en chiffres qu'on appelle des plongements. Je ne rentre pas plus dans les détails techniques de comment ça fonctionne derrière, mais en gros, voilà le principe général. Alors, pour comprendre un peu plus ce que c'est un plongement, parce que c'est quelque chose de vraiment pas tant intuitif finalement, je vais vous présenter un exemple qui date un peu, mais qui va montrer en quoi il peut y avoir une sorte de biais ou comment on peut mesurer des biais avec les plongements. Alors ça, c'est un exemple qui est donné, qui est assez connu, mais qui, finalement, comme il y a comme un mot est représenté par un ensemble de chiffres, on peut le représenter dans une quand il y a, par exemple, 2 dimensions, donc 2 chiffres, on peut le représenter sur un graphique et placer les mots à différentes places. Ici, il y a 4 mots: reine, roi, femme et homme, qui ont été placés, donc qui ont été appris par un modèle de langue et puis, il les a placés de cette manière-là. Ce qu'on peut voir et ce qui est très intéressant, souvent ce qui va arriver, même si on va le voir, c'est pas aussi simple que ça en pratique, mais le principe, c'est que finalement, on peut s'apercevoir que les chiffres qui représentent ces mots, ils ont quand même un certain sens parce qu'on est capable de dire que, par exemple, la différence ou l'écart qui existe entre le mot reine et le mot femme est le même que ce qui existe entre le mot roi et le mot homme. Et intuitivement, on comprend ça. Oui, c'est vrai, la femme est reine, l'homme roi, il y a vraiment un espèce d'écart qu'on pourrait imaginer mathématique, même si en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que également, il peut y avoir exactement le même écart entre le mot reine et roi et le mot femme et homme. Donc finalement, on voit que ces chiffres-là ont quand même un sens dans la manière de représenter les mots et notamment par rapport au biais que ça va introduire. Alors évidemment, en pratique, il n'y a pas juste 2 chiffres pour représenter des mots. Si on prend par exemple les derniers modèles comme ChatGPT, je pense que chaque mot est représenté. En fait, c'est plus compliqué. Là, chaque sous-partie de mot est représentée par à peu près 12 000 chiffres. Donc, on imagine bien que ce que je vous ai montré là, en termes de distance entre les mots, c'est un peu plus compliqué à mesurer en pratique. Et c'est pour ça que ça va compliquer un peu les choses.
Alors, le dernier élément que je voulais introduire, c'est la notion de lématisation et vous allez voir que c'est quand même important parce que, heu, ça peut introduire des problèmes là-dedans. Quand on veut faire du traitement de langage naturel, ben, on sait que les langues, elles comprennent un nombre de mots très, très élevé et il y a beaucoup de variantes dans ces mots. Les conjugaisons est un exemple, mais il y a les accords et cetera, c'est aussi, un autre exemple. Et ce qu'on va essayer de trouver, c'est de voir si on n'est pas capable de trouver la forme d'un mot la plus simple, et souvent c'est celle qui est utilisée dans les entrées de dictionnaire, et donc d'essayer de transformer un mot et le ramener à sa forme de base, parce qu'on considère que finalement ramener à sa forme de base ne change pas tant la différence que je vous ai montré précédemment. Alors, un exemple de lématisation, c'est tout simplement quand vous avez la phrase les étoiles claires luisent dans la nuit noire, ben, en lématisant, on va obtenir la étoile claire, luire, le verbe, dans la nuit noire, mais non accordé. Donc voilà un exemple de lématisation. Et si j'avais une étoile claire ou l'étoile claire luit dans la nuit noire, ben, on aurait exactement la même forme de base. Alors ça pose des problèmes parce qu'il y a certains mots qui sont quand même pas très faciles sont pas très faciles à lématiser, notamment le mot porte. Est-ce que ça correspond à une porte pour rentrer, sortir d'une pièce, ou est-ce que ça correspond au verbe porter, qui sont deux formes de base qui pourraient être utilisées. Et plus embêtant, entre guillemets, c'est que euh, finalement, la lématisation supprime les accords de genre. Si je vous ai par exemple le mot infirmière, ben sa forme de base va être infirmier. Donc finalement, ça pourrait aussi introduire des problèmes à ce niveau-là. Alors, en termes de traitement de langage naturel, il existe quand même plusieurs ressources euh, et notamment plusieurs lexiques de genre. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Je vais vous en présenter quelques-uns tout à l'heure. Et également plusieurs jeux de données qui permettent d'essayer de mesurer des biais. Alors, on verra un peu les limites, mais finalement, ce qu'on va essayer de chercher, c'est de mesurer des biais dans le langage lui-même, donc dans les textes. Et c'est un peu l'approche que je vais montrer aujourd'hui. Et d'autres types de mesures en biais dans les traitements de langage naturel, c'est d'essayer de mesurer les biais qui existent dans les modèles, donc dans les plongements que j'ai présentés tout à l'heure. Alors, le problème avec ça, c'est que quand on a ces lexiques et ces espèces de mesures, ben, les chercheurs ont montré que finalement, dans la plupart des recherches qui sont faites, il va y avoir un genre binaire, c'est-à-dire ça va être un genre homme ou un genre femme. Et en vrai, on sait que c'est un peu plus une gradation et que même il pourrait y avoir d'autres éléments qui sont finalement non binaires. Le deuxième problème, c'est que les recherches se font principalement en anglais. Heu, on le sait, il y a des langues qui sont beaucoup plus représentées, dans les jeux de données, notamment l'anglais, et même à la limite par rapport à d'autres langues, le français est également très représenté, même si, c'est quand même, moins que l'anglais. Mais malheureusement, la majorité des recherches sur les biais de genre sont en anglais. Et malheureusement également aussi, on s'aperçoit que quand on relit des recherches sur le traitement de langage naturel, ben, il y a très peu de recherches qui disent: «Voilà, j'ai un modèle, voici ses biais. Voilà comment j'ai mesuré les biais». Et il y en a pas beaucoup qui font ça. Alors il y a une raison principalement quand même, c'est que on n'a pas encore de mesure de référence. On ne sait pas encore vraiment comment mesurer ces biais. Et un exemple que je peux vous donner, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont utilisé justement les travaux d'Ofsted pour essayer de regarder comment les biais culturels mesurés par justement des formulaires en demandant à des gens, comment ces biais se retrouvaient dans les langues et donc dans les modèles de langue. Et ben, en fait, le lien n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y a des biais culturels dans des organisations ou des sociétés, la langue ne reflète pas complètement ces biais-là. Et c'est plus difficile d'aller essayer de mesurer un peu comment mesurer les biais. Donc, on a encore des recherches à faire sur comment on mesure les biais et je reviendrai un peu là-dessus dans ma conclusion.
Euh, Dernière partie, ce que je voulais vous présenter finalement, c'est essayer de vous montrer comment on a un texte et on peut essayer de trouver des biais qui sont dans ces textes-là. Alors, je parle un peu de preuve de concept et vous allez voir un peu pourquoi, parce que c'est une expérience qu'on a fait dans un projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Euh, mais on va le voir, il y a quand même plusieurs limitations à ce modèle-là. Mais on va voir quand même que on peut essayer de faire ressortir des éléments et je vais vous présenter tout ça immédiatement. Alors, avant de commencer cette preuve de concept, je voulais vous dire aussi que les biais de genre dans les offres d'emploi, ça a déjà été étudié. Notamment, je vous donne un exemple d'une étude en psychologie au Canada, États-Unis, qui a été réalisée début des années 2010-2011. Donc, qui ont essayé de montrer comment des offres d'emploi pouvaient être genrées en regardant différents mots. Et alors, ce qu'ils se sont aperçus, donc là, c'était une étude vraiment en psychologie, là, ce n'était pas forcément en traitement de langage naturel en tant que tel, mais leur hypothèse, c'était que vraiment les mots genrés stéréotypés peuvent être un mécanisme d'inégalité au niveau institutionnel. Donc, c'est-à-dire, si on utilise certains mots, ça peut amener au niveau institutionnel à générer des inégalités. Et les résultats qu'ils ont montrés, c'est qu'effectivement, il y a quand même des différences subtiles dans la manière dont les offres sont formulées quand ils ont récupéré un paquet d'offres d'emploi de manière aléatoire sur les différents sites. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont quand même étudié comment les gens voyaient les offres. Et c'est-à-dire, quand une personne lit une offre et qu'il y a plus de mots stéréotypés masculins, je vais revenir ce que c'est sur stéréotypé masculin, quand ces mots-là sont plus utilisés, les personnes vont plus facilement voir un homme à ce poste-là qu'une femme. Et ça, c'est un peu ça leur résultat. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que là, on est vraiment dans une étude en psychologie, mais ce que je voulais vous montrer, en fait, pourquoi je trouve ça intéressant, c'est parce qu'ils ont réussi à sortir une liste de mots genrés stéréotypés. Alors, ce n'est pas une grande liste, malheureusement. C'est une liste qui comprend 40 mots masculins et 39 mots féminins. Et là, je vous donne quelques exemples traduits en français. Attention, leurs mots originaux sont vraiment en anglais. Mais là, pour les besoins de la preuve de concept, je les ai traduits. Donc, on peut voir un peu quelques exemples masculins: actif, agressif, ambitieux, analyse, confiant, téméraire, têtu, supérieur. Ou féminin: affectueux, enfant, joyeux, engagé, responsable, chaleureuse, géniarde, docile. Vous voyez un peu ces stéréotypes qui ressortent de ces différents mots. Et les auteurs, ce qu'ils ont fait tout simplement, ils ont un site qui permet de le faire, finalement, de poser un texte, en anglais évidemment, et il va ressortir s'il y a plus de mots masculins utilisés ou plus de mots féminins utilisés. Alors, sur quoi on les a appliqués ces mots-là finalement? C'est un projet qu'on a fait à l'Université Laval, donc à l'ID, mais l'ID était partenaire de ce projet-là. C'est un projet qui s'appelle Femmes face aux défis de la transformation numérique, une étude de cas dans le secteur des assurances. Donc, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat, bien sûr, avec la faculté des sciences de l'éducation et la faculté d'administration, et qui s'intéressait principalement à comment les femmes pouvaient réagir aux défis de la transformation numérique, bien sûr, dans le secteur des assurances. Et la partie qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit, on va aller regarder les offres d'emploi qui sont liées à différents postes, ces postes-là étant majoritairement occupés par des femmes. Donc, on a réussi à récupérer les offres d'emploi sur une dizaine d'années de 4 compagnies d'assurance de certains types d'emplois. Donc là, je vous donne un exemple, hein, bien sûr, préposé à l'administration des contrats avec une partie de l'offre. Donc, qui donne un peu quelques éléments. Donc, planifier, coordonner les équipes, collaborer avec les autres, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que ces offres, à l'origine, ont été récupérées pour essayer d'aller récupérer des compétences. Finalement, l'objectif de ce projet, c'était de dire
regardons comment les compétences doivent évoluer pour la transformation numérique et comment on peut aider les différentes personnes, ou les femmes principalement, à développer les compétences qui peuvent arriver, qui vont devoir arriver plus tard. Donc, c'était vraiment dans un objectif de compétences, mais le travail que je présente aujourd'hui, c'est hors de toute compétence, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas vraiment aux compétences qu'il y a, mais on va s'intéresser aux mots qui sont utilisés dans ces offres-là. Alors, comment on applique ça? Eh ben, c'est là où je vous montre un peu toutes les étapes qu'on a utilisées pour arriver à essayer de mesurer dans les différentes offres, c'est quoi finalement les mots masculins, féminins qui sont utilisés. Et c'est là qu'on voit un peu la difficulté lorsqu'on étudie la langue ou quand on fait du traitement de langage naturel. Et on va essayer de regarder un peu tous les éléments qu'on est obligé de faire pour avoir un résultat intéressant, mais qui peuvent amener des problèmes. Alors, la première des choses, tout en haut, vous voyez donc comment on a traité les offres. Donc, les offres, au début, on les avait en français. On a essayé de les découper en mots. Donc là, de manière automatique, on a des modèles de langue qui sont capables de découper en mots, qui fonctionnent très bien. Et on les a lématisés pour essayer de réduire le nombre de mots. Et c'est là où le premier problème peut survenir. Effectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la lématisation retire une certaine partie de l'information, même si, on va le voir, ce n'est pas forcément problématique dans notre problème là. La quatrième étape, eh ben, on va essayer d'enlever les mots vides. Souvent, c'est ça qu'on fait, c'est que dans un texte, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mots vides, le, la, un, et, deux, tous ces petits mots finalement qui n'apportent pas de sens particulier. Alors, c'est un peu plus complexe que ça en vrai, là, mais dans le cas d'une comparaison avec une liste de mots stéréotypés, c'était vraiment important de les enlever. Donc, on a ces offres qu'on a finalement traitées. Et de l'autre côté, on a les mots stéréotypés que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, la difficulté, et un des problèmes qu'il y a eu, c'est ça aurait été bien d'avoir des mots stéréotypés en français. Parce qu'on sait que les mots qui ont été présentés par l'approche de Gaucher et ses collègues en 2011, c'était des mots anglais, donc qui ont très probablement une subtilité de différence culturelle dans les stéréotypes. Mais étant donné qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'existe pas de liste de mots en français stéréotypés masculin, féminin. En tout cas, on n'en a pas trouvé. On a pris ces mots-là et on les a finalement traduits. Donc, on est passé par un dictionnaire en anglais pour essayer vraiment de reprendre le mot de base en anglais qui était le plus proche. Et on les a traduits avec Google Translate, qui, on le sait, introduit des biais également. Donc là, c'est un élément qui permet de dire il faut faire attention à cet élément-là. Mais on a quand même récupéré des mots stéréotypés en français que vous avez vus tout à l'heure, qui quand même, intuitivement, on se dit oui, il y a quand même un stéréotype, c'est difficile peut-être à mesurer, mais il est présent. Avec ces mots stéréotypés, finalement, on a fait la même chose, on les a lématisés. Et on va le voir, on a aussi introduit des synonymes parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a très peu de mots finalement qui sont stéréotypés. Donc, en introduisant des synonymes, on a essayé d'augmenter un peu le vocabulaire de mots stéréotypés. Et on va voir un peu ce que ça donne. Et ensuite, on a comparé, bien entendu, en faisant un compte et un ratio avec les offres. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les choses suivantes. Dans les différentes offres, voici un peu le ratio des mots stéréotypés. Donc, quand je parle de ratio, c'est par rapport à la longueur de l'offre. En gros, effectivement, il y a assez peu de mots masculins et peu de mots féminins qui sont utilisés, mais on voit quand même que même s'il y a il n'y a pas énormément d'écart, mais il y a un léger écart qui implique qu'il y a un peu plus de mots stéréotypés masculins qui sont utilisés que de mots stéréotypés féminins. Alors, c'est pour ça que finalement, les synonymes ont quand même un intérêt dans le sens où ils vont essayer d'ajouter du vocabulaire, puis d'essayer de voir s'il n'y a pas vraiment plus d'écart possible, parce que
il y a certaines offres qui n'avaient aucun mot masculin et aucun mot féminin stéréotypé. Quand on ajoute des synonymes, bah là, on voit un peu, on a toujours cet écart-là, un peu plus masculin, un peu moins féminin. Et, et ce qui est intéressant dans ce diagramme-là, c'est qu'on voit, donc même s'il y a un écart masculin-féminin qui n'est pas, peut-être pas statistiquement significatif, mais qui a l'air d'avoir quand même quelque chose. La partie de droite montre quand on a lématisé les mots et les offres, et ben finalement, ça ne change pas grand-chose au résultat. Donc la lématisation en tant que telle, dans notre cas, ne change pas fondamentalement les résultats. Alors, par curiosité, on a quand même regardé par entreprise. Donc, je ne vous dirai pas qui sont les entreprises, et puis là, vous n'êtes pas capable de les identifier, moi non plus d'ailleurs. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les entreprises. Elles sont toutes, et c'est un peu normal, c'est le même milieu, le milieu de l'assurance. Ben, forcément, le vocabulaire est un peu le même. Les emplois sont quand même très similaires entre les différentes compagnies, mais il n'y a pas vraiment de différence par compagnie. Et je ne l'ai pas présenté ici, mais on a montré aussi sur les différentes années, il n'y a pas tant non plus de différence quand on travaille sur les mots stéréotypés. Je vous rappelle que les offres, on les avait à peu près de 2010 à 2020, et il n'y a pas tant de différence annuellement ou de tendance annuelle sur les différentes, sur l'utilisation de mots stéréotypés à travers les années. Alors, pour finir, en fait, je vais vous présenter une dernière approche, et là, je vais utiliser des modèles de langue pour essayer de savoir, OK, le problème de l'approche que j'ai présentée jusqu'à présent, c'est que finalement, on le voit, il y a un certain nombre de mots stéréotypés, mais il y a peut-être des mots qu'on a oubliés. On ne le sait pas. Il n'y en a pas beaucoup, là. Il y avait une quarantaine, 70, 80 mots. On sait que dans la langue, il y en a beaucoup plus. Donc, est-ce qu'on ne serait pas capable d'apprendre, de trouver un modèle de langue qui soit capable de distinguer homme-femme? On va lui faire apprendre homme et femme, distinguer les différents mots, puis après les appliquer sur les offres pour voir s'il n'est pas capable de classifier d'autres mots qui pourraient être aussi stéréotypés. Alors là, on a fait à peu près la même chose. La seule chose, c'est que vous voyez, donc c'est un peu le même principe. La seule chose qui change, c'est à la fin, il a fallu transformer les mots en texte en chiffres pour qu'un modèle de langue puisse réaliser sa tâche de classifier chaque mot. Donc finalement, on a utilisé un modèle qui était fast text, donc je ne rentre pas trop dans les détails, qui est un modèle de langue assez ancien, mais qui quand même est assez efficace. Et puis, vous voyez également, j'ai rajouté une approche, parce que les mots stéréotypés, ben, comme je l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, et surtout, ils sont binaires, c'est-à-dire qu'ils présentaient soit des stéréotypes masculins, soit des stéréotypes féminins. Mais en réalité, en vrai, on sait que bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a une approche intéressante qui a été faite par Clack et Pavio en 2004, qui ont fait évaluer à un certain nombre de personnes 924 mots qui ont été évalués, donc qui ont été évalués avec un chiffre entre 1 et 7, demandé à chacun des personnes, entre 1 et 7, comment vous jugez ce mot, 1 étant stéréotypé complètement masculin et 7 complètement féminin. Et donc, ces personnes ont évalué ces 924 mots, ils ont fait des moyennes sur l'ensemble des personnes, et voilà un peu ce que ça donne. Donc là, quelques exemples. Il y a un peu toutes sortes de mots, parce que ce qui est évalué, ce n'est pas juste le genre. Il y avait plein d'autres dimensions, mais je ne rentre pas trop dans les détails. Mais en gros, vous avez ces différents mots qui vont de cave, abdomen jusqu'à accordéon. Et donc ça, c'est les premiers mots de la liste. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les mots les plus stéréotypés masculins, qu'est-ce que c'est? Ben, on a des policiers, fusils à pompe, moines, pêcheurs, chefs, voleurs. Voici les mots que les gens ont classifiés plus stéréotypés masculins. Et plus stéréotypés féminins, on va avoir épingle à cheveux, sein, papillon, poupée, robe, avec reine et jeune fille étant les mots les plus stéréotypés féminins. Donc voilà un peu comment ces mots-là sont cet autre lexique
finalement, permet d'avoir une autre représentation du stéréotype qui n'est pas juste binaire vrai-faux, mais qui a une espèce de gradation entre des mots de plus en plus stéréotypés masculins ou plus en plus stéréotypés féminins. Et ça va nous permettre finalement de mesurer un peu ces résultats, de faire apprendre ces modèles-là, soit du point de vue binaire. Donc là, c'est ce que je vous montre. Donc là, on a appris un modèle qu'on appelle XGBoost. Là, ceux qui connaissent, je ne rentre pas dans les détails, mais qui est un des modèles de classification assez connus et qui fonctionne assez bien. Également, pour un peu technique, une exactitude de 65%, ça veut dire que sur un ensemble de tests, le modèle a reconnu 65% des mots comme étant masculins ou féminins. Donc, il a bien classé les mots. Donc, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire. Et voici un peu le ratio, finalement, que le modèle a trouvé sur les offres d'emploi. Donc, on retrouve toujours cet écart homme-femme, peut-être un peu moins qu'avant. Évidemment, il a réussi à classer plus de mots que ce qu'il y avait avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'autre liste, finalement, de mots donc, qui ne sont pas classifiés en binaire homme-femme, mais qui sont vraiment avec une gradation, ben là, c'est un peu plus délicat parce que ici, on a toujours le même modèle. Donc là, c'est ce qu'on appelle un modèle de régression. Là, on n'est plus dans de la classification, on a de la régression. D'un point de vue statistique, le R carré, donc la mesure par rapport mesurer par rapport à quel point le modèle est proche de la réalité, est à 0,22, ce qui n'est pas très élevé. Par contre, donc il existe d'autres mesures pour voir un peu l'efficacité de ce modèle. Et là, finalement, on a des résultats un peu meilleurs avec une erreur à 0,79. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les résultats. Alors, malheureusement, j'ai oublié, je me suis aperçu que j'ai oublié de le représenter là-dessus pour voir finalement où est-ce qu'on se situe en moyenne, où est-ce que les offres se situent en moyenne dans la partie, est-ce qu'elles sont plus classées hommes ou femmes? Ben, je vous rappelle que l'échelle est entre 1 et 7. Là, en moyenne, les offres sont classées à 3,7 à peu près. Donc, quand même un peu plus masculin. Mais là où je mettrai un bémol, et c'est là que j'ai oublié de le noter, c'est que la moyenne de tous les mots de Clark et Pavio était autour de 3,5. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, quand même, les mots étaient déjà assez stéréotypés masculins. Donc, peut-être que ça peut aussi jouer sur le modèle. Donc, voilà un peu ces résultats-là. Ce que je vous ai présenté finalement dans cette présentation-là, je vous ai essayé de montrer qu'est-ce qui existait comme biais de genre en traitement du langage naturel. Donc, par contre, les limites un peu de ce que j'ai présenté, c'est que finalement, il y a un énorme pan du traitement de langage naturel que je n'ai pas abordé. Et notamment, la première chose, c'est la détection de biais dans les modèles, et notamment dans les gros modèles, les modèles de langue que vous avez entendu parler, les chats GPT, etc. Je n'ai pas parlé du tout de cet aspect-là. Dans les ce que je vous ai montré, c'est finalement une preuve de concept, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail où on est capable vraiment de tirer des conclusions, mais une preuve de concept sur comment on pourrait utiliser l'apprentissage automatique pour essayer de détecter des biais. Alors, l'inconvénient de cette approche, c'est que le jeu de données, on sait qu'il est biaisé lui-même, étant donné qu'il est extrêmement limité au milieu des assurances et pour certains postes particuliers. Donc, ce qui serait intéressant, c'est évidemment d'étendre ça et puis d'aller étudier un peu de manière plus générale les offres, bien que ça soit quelque chose de très compliqué à obtenir, un ensemble de jeux de données d'offres d'emploi. On l'a vu, la méthodologie ajoute des biais. Et puis, les différentes étapes, tout ça, on sait que ça ajoute des biais. La traduction, la lématisation, tout ça, on sait que ça peut ajouter des biais. Donc, c'est quelque chose de vraiment à étudier. Et malheureusement, je ne peux pas vraiment faire de conclusion directe avec ce jeu de données-là pour dire oui, les offres sont stéréotypées masculines, oui, les offres sont stéréotypées féminines. Ça, je ne peux pas vraiment
scientifiquement le montrer maintenant, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut voir quand même que ça pourrait amener des choses si on était capable de travailler vraiment sur le jeu de données et la méthodologie, essayer de limiter tous ces biais. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit que l'application de ces techniques-là nécessite un travail multidisciplinaire, notamment au niveau de langagier, donc par exemple pour des traductions, des transferts de langue, évidemment par rapport aux sciences sociales pour essayer de dire oui, des mots sont stéréotypés ou non. Et vraiment, c'est là que ça devient intéressant et je pense que c'est la seule manière d'arriver à vraiment mesurer des biais dans des modèles modernes et pas juste laisser, les informaticiens dire: «Voilà, c'est ça notre nouvelle métrique de biais et mon modèle est, parfaitement non biaisé». Ce qui n'arrive jamais d'ailleurs. Donc je vous remercie, pour votre écoute. J'ai quelques références si ça vous intéresse et je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.